Donc maintenant que tout le monde s'est reboosté au petit stand, je sais pas, tout le monde a pris des cacahuètes, non? Tout le monde est en forme. On va parler un peu de genre et de sa représentation transculturelle, puisque on est tous de cultures différentes. Donc on va essayer de voir, je vais vous solliciter un peu pendant l'intervention, si on arrive à trouver des points communs ou même des points de dissensus sur ce qu'est le genre et comment il est représenté. Alors, je vous ai mis mes liens d'intérêt. Je vous ai mis que j'avais pas de lien industriel avec le genre. Bon, ça va de soi. Les liens personnels nombreux, en fait, on a tous des liens d'intérêt personnel avec le genre qui sont infinis, puisque on est tous concernés par les questions de genre. On a tous une identité de genre qu'on s'est définie, une expression de son genre qu'on s'est définie. On va revenir sur ces notions-là. Alors, la première question que je me suis posée, j'ai pris ce petit jeu qui s'appelle « Qui est-ce ?» parce que le genre, ça a un lien avec l'identité. Alors, qui je peux être là sur ce « Qui est-ce ?» Donc, « Qui est-ce ?» pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où on dit à la personne d'en face, alors est-ce que le personnage, il a des lunettes? Est-ce qu'il a des cheveux? Voilà, pour essayer à la fin de deviner qui c'est. Alors, est-ce que je suis ce petit personnage chauve avec des lunettes? Ça pourrait être moi, mais ça, c'est mon identité propre. Mais je pourrais être aussi, par rapport à vous, cette petite fille qui se demande mais qui sont les gens qui sont en face et qui va m'attribuer une identité qui n'est pas forcément congruente avec mon identité à moi. Et puis, je pourrais être aussi ce garçon à qui cette petite fille va donner des indices sur mon identité qui sont peut-être vraies, qui sont peut-être fausses, et tout ça va faire une identité personnelle, la mienne, et ce qu'on peut appeler une identité plus sociale. Ce que je montre et ce qu'on pense de moi, d'accord? Le genre, ça va avoir un lien avec l'identité. Alors, moi, qui je suis? Je suis un homme, je suis cisgenre, je suis gay, je suis médecin et je suis plein d'autres choses. Et puis, il y a aussi ce que je suis pas. Ça, c'est un petit disclaimer. Je suis pas sociologue, je suis pas anthropologue. Donc moi, j'ai fait un voyage dans ma réflexion pour essayer de m'amener à comprendre, moi-même, ce qu'était le sexe, le genre, et je vais essayer de vous faire parcourir ma réflexion, et puis après on va aller sur quelque chose de plus global, sur la représentation du genre dans des cultures différentes, à des moments différents. Et là vous vous dites, mon Dieu, où veut-il en venir? Mais on va y arriver. Alors, qu'est-ce qu'un homme? Alors, je me suis posé la question bêtement, je suis allé voir dans le dictionnaire. Alors dans le Larousse, le dictionnaire un peu de référence français, l'homme, c'est un individu du sexe masculin. Le contraire, c'est la femme. Ok. Jusque-là, on est ok. L'Académie française, c'est l'être humain mâle. Ok. Par opposition, donc considéré en fonction de son sexe, et par opposition à la femme. Ok. Donc, on sent bien que tout ça tourne autour des organes génitaux. Un homme, il a un pénis selon la définition des dictionnaires. C'est un mâle. Et une femme, elle a des organes génitaux de femme, elle a une vulve, un clitoris. Ok. C'est peut-être un peu simpliste comme définition. Donc je me suis dit, alors on a vu la définition dans le dictionnaire de qu'est-ce qu'un homme. On va aller voir comment est défini le genre. Parce que le dictionnaire, finalement, ça peut nous aider. Alors Larousse calque de l'anglais gender, puisque comme vous l'a dit Joseph hier, les études de genre, c'est des études relativement récentes, de années 60-70, et qui sont intéressées au genre en tant que tel. Donc gender, c'est vraiment une traduction de l'anglais, enfin le genre, c'est une traduction de l'anglais gender. Et elle est pas mal cette définition, puisque ils nous disent concept qui renvoie à la dimension identitaire, historique, politique, sociale, culturelle et symbolique des identités sexuées. Déjà, on fait le distinguo entre le sexe biologique, si tant est qu'il y a une définition du sexe biologique, et le genre, où on sent bien qu'il est sous l'influence d'un moment donné dans l'histoire, de décisions politiques, d'une culture, de toutes sortes de choses qui ne sont pas intrinsèquement liées à la biologie et avec lesquelles on ne naît pas. Et d'ailleurs, ils nous mettent cette notion récente étant en constante évolution. Alors l'Académie française, qui est habituellement, qui est un peu, old school,
ben, ils n'ont pas de définition du genre, c'est pas encore dans le dictionnaire. Et ça, c'est toujours intéressant de voir que l'Académie française a un petit peu de retard sur des notions relativement récentes. Peut-être que ça ne les intéresse pas ou que ça ne leur plaît pas de s'intéresser à définir ce qu'est le genre. Ok. Donc, on a vu qu'il y a le sexe biologique, qui est censé être inné, chromosomique, les organes génitaux, et on a vu qu'il y a le genre qui est sous l'influence de plein de facteurs exogènes. Le problème de ça, c'est que quand on confond sexe et genre, on arrive à ça. Quand on a une vulve, on est en rose, et elle n'est pas en rose, elle est en jaune, mais elle repasse des petits vêtements roses. Et puis, quand on a un pénis, on est radiologue, et ça c'est super. On a un métier, où on a un pouvoir économique, le pouvoir du sachant. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle des stéréotypes de genre. Alors, je suis un peu allé chercher dans plusieurs zones géographiques d'où vous venez tous, pour voir un petit peu comment ça s'exprimait, les stéréotypes de genre, dans diverses cultures. Alors là, on est au Maroc. Alors, je vous lis les témoignages. Ça a été recueilli notamment chez des lycéens, chez des femmes au foyer. Donc, les témoignages, chez un lycéen, je ne vais pas tous vous les lire, mais l'homme est supérieur à la femme d'1 degré car c'est la religion qui lui accorde cette suprématie. Ensuite, on a un autre lycéen qui nous dit la femme est sensible et a une faible personnalité. On sait que dans les stéréotypes de genre, la femme, elle s'occupe des autres, elle est à la maison, elle est dans les métiers qu'on appelle les métiers du care, les métiers du soin. Et puis l'homme, il va aller au turbin et surtout gagner de l'argent. C'est lui qui rapporte de l'argent dans le foyer. Et puis ça a quand même des impacts sur la vie réelle des gens. On va passer à la case d'en dessous. On a une jeune fille qui nous dit la femme n'a pas de droit, les filles ne vont pas à l'école, contrairement aux garçons. Ces stéréotypes de genre, on sent bien poindre qui nous mettent dans des rapports de dominant-dominé. Il y a eu un rapport de pouvoir dans le genre. Pourquoi il y a des stéréotypes de genre? Pour que les hommes, grosso modo il faut le dire, c'est pas les femmes, quoique on le verra tout à la fin, puissent avoir un pouvoir sur les femmes. Les femmes, elles sont douces, il faut qu'elles restent à la maison s'occuper des enfants, parce que c'est comme ça, parce que c'est des femmes. Et puis les hommes, ils vont ramener de l'argent, et comme ils ramènent de l'argent, ils ont le pouvoir. Ok? Alors, heureusement, il y a des gens qui luttent contre ces stéréotypes de genre. Là, c'est au Sénégal, c'est une campagne qui a été faite, justement pour lutter contre ces stéréotypes de genre, qui nous disent, voyez, là, vous avez une femme mécanicienne avec la petite phrase « Les femmes ne comprennent rien en mécanique ». Et puis la photo de cette femme qui est mécanicienne, preuve en est que les femmes peuvent comprendre la mécanique automobile et que c'est pas chromosomique, elles peuvent comprendre les trucs mécaniques. Ok? Au Liban, pareil, des femmes qui font des métiers qui, si on s'arrêtait aux stéréotypes de genre, ne devraient pas être faits par des femmes, puisque là, elles font de la menuiserie. Ok? Et elles font sauter, elles brisent le plafond de genre. Alors, c'est des exemples. Alors, c'est des exemples de choses qui progressent dans les sociétés. Toutes les sociétés, et ça traverse le monde entier, le fait de se dissocier de ces stéréotypes de genre est très compliqué pour les femmes. Ok? Parce qu'évidemment, ça menace le rapport de pouvoir que les hommes ont sur les femmes. Ça sert à ça, les stéréotypes de genre, pas autre chose. Alors, je vais vous mettre une image d'immeuble qu'on détruisait, puis j'en ai pas trouvé de belle. Mais quand on déconstruit les stéréotypes de genre, c'est-à-dire qu'on dissocie le sexe biologique de soi-disant caractéristiques qui seraient liées à ce sexe biologique, on a des petits garçons qui font du repassage, et en plus, il a l'air plutôt content. Alors que c'est quand même une tannée, le repassage. Les bleus, le fer à repasser. Alors c'est... pas tout d'un coup, Joseph. Il n'est pas encore rose, mais on va y arriver. Et puis on a une fille qui fait du bricolage. Et ça, je vous ai pris des extraits, les 2 extraits avec les enfants, c'était des catalogues de Noël, puisqu'on arrive à la saison de Noël. Et il y a eu des grosses polémiques, et à juste titre, en disant on vend des jouets genrés, et puis alors le petit garçon qui joue à la poupée, alors là, l'enfer, et puis la gamine qui veut faire du bricolage ou jouer avec des G.I. Joe, là, des soldats, ça va pas bien, quoi, il y a un truc qui va pas. Donc là, on progresse, là, c'est vraiment des exemples, encore une fois, c'est pas aussi clair que ça actuellement. Ouais, c'est ce que Joseph disait, le fer à repasser est bleu, mais bon, quand même, il repasse. Vous voyez, il faut se satisfaire de peu. Alors, une fois qu'on a séparé sexe biologique et genre, qu'on a déconstruit un peu tout ça,
bah, on peut arriver à des notions comme la fluidité de genre. La fluidité de genre, c'est, là je vous ai mis des artistes, c'est adopter des codes de l'autre genre. Donc là, par exemple, on a Lil Nas X, qui est un rappeur qui est très viril, hein. Il a un poitrail, il est musclé, mais qui a les cheveux très longs, très lisses. C'est un stéréotype plutôt attribué aux femmes habituellement. Il se le réapproprie. En France, on a Bilal Hassani, qui est d'origine marocaine, je crois, et qui, lui aussi, va adopter des coupes de cheveux féminines. Il va aussi porter du vernis, tout ça. Il déconstruit les stéréotypes de genre. Puisque de toute façon, on s'en fiche, c'est pas lié au sexe biologique. C'est ça qui est important. En tout cas, c'est comme ça que je le pense. Après, on verra si vous pensez la même chose ou pas. Et puis, Kirsten Dunst, j'arrive jamais à le prononcer, qui, elle, dans un autre mouvement, va pour une cérémonie de cinéma, et bah, se saper comme, et se looker comme un mec des années 70-80, la banane, les rouflaquettes, voilà. Donc, à partir du moment où on se dit, bah, finalement, ce que j'ai entre les jambes, ça n'influe pas sur ce que je peux porter, bah, on est libre, finalement. Et ça veut pas dire que Lil Nas X, Bilal Hassani ou Kirsten Dunst, les deux mecs se disent, je suis moins mec parce que je mets une perruque. Et puis, en même temps, ils pourraient se dire, bah, moi, aujourd'hui, j'avais envie d'être plus féminin sur les stéréotypes de genre, sur ce que je montre. Mais en même temps, demain, bah, je serais peut-être avec les cheveux rasés, voilà. Fluidité de genre, ok? C'est un spectre. Après, il y a des gens qui sont très bien, avec une barbe toute leur vie, et c'est très bien, mais je pense que c'est pas mal d'accepter les gens qui ont envie d'être un petit peu fluides là-dessus. Évidemment, quand on parle de fluidité de genre et de genre, on peut penser à la transidentité. La transidentité, c'est, Joseph vous l'a expliqué, on a un genre assigné à la naissance, et c'est de dire je ne me reconnais pas dans ce genre et donc je veux changer de genre, soit par l'expression de mon genre, des vêtements, soit par la manière dont je m'auto-détermine, soit par de l'hormonothérapie ou des opérations qui ne sont pas obligatoires pour être trans. Et je vous ai pris deux exemples qui montrent que, y compris dans le continent africain, il y a des personnes transgenres qui sont reconnues comme telles et qui essayent de faire bouger les lignes. Et on a Cléopatra Kambougou en Ouganda, et puis on a Eden Gali qui est, dans mon souvenir, marocain, belgo-marocain, ok, et qui essaye de faire bouger les lignes. Et en Ouganda, ça a été la première femme transgenre à être reconnue par l'État. Vous voyez, une fois qu'il y a un exemple, ça permet de faire bouger les mentalités, de faire bouger les sociétés. Alors, d'après vous, tous ces questionnements autour du genre, la fluidité de genre, c'est une problématique de société récente ou ancienne, d'après vous? Ouais. C'est très ancien. Alors là, je vous ai pris, c'est Moiri, c'est la divinité créatrice du monde des Shona, qui sont une ethnie du Zimbabwe. Et en fait, cette divinité, alors c'est une représentation contemporaine de 2023, elle a les deux genres. Vous pouvez remarquer qu'elle a des épaules qu'on va qualifier de masculines, plutôt musclées, et en même temps, elle a les ongles peints, elle a les ongles peints, plutôt pour le côté féminin, et c'est la divinité qui donne la terre à cette ethnie. Donc elle n'est pas récente, hein, l'ethnie, elle est là depuis des siècles et des siècles et des siècles. Ok ? Si on remonte encore avant, vous avez ici le dieu Hapi. Le dieu Hapi, c'est le dieu de la fécondité en Égypte antique. Et vous pouvez remarquer, c'est un homme, il est décrit comme un homme, mais qu'est-ce qu'il a, Hapi ? Il a des seins. Alors, excusez-moi, si ça, on n'est pas sur de la fluidité de genre ou de la transidentité ou une représentation de « je suis un dieu masculin, mais j'ai des caractéristiques féminines pour montrer que je peux apporter la fécondité au pays », ce qui est considéré comme une caractéristique féminine. Donc c'est très ancien, hein, c'est 2000, 3000 avant Jésus-Christ. Hein. D'accord ? Est-ce que vous pensez que les stéréotypes de genre, donc parce que là on a vu que fluidité de genre, c'était ancien. Est-ce que les stéréotypes de genre c'est ancien ou récent ? C'est ancien. Ah ben ça remonte donc Adam et Ève, la femme dans la religion catholique qui mange la pomme, et évidemment le péché capital, donc la femme, la pécheresse, qui amène les malheurs du monde, et l'homme qui regarde et qui se dit, oh bah d'accord, on m'a foutu dedans, quoi. Ok ?
Déjà des rapports de domination. Ça, c'est qui? C'est Pandore. Alors Pandore, c'est une vengeance qui a été fomentée par les dieux de l'Olympe parce qu'on leur avait volé le feu. Et elle a été amenée sur Terre avec une boîte. Et puis on a dit, il ne faut surtout pas ouvrir la boîte. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte? Tous les malheurs du monde. La femme, encore et toujours. C'est rigolo comme les mythes ont la vie dure, hein. Et puis alors, sur l'opposé inverse, vous avez une peinture classique qui représente Léonidas aux Thermopyles. C'était une chaîne de montagnes en Grèce. Et alors là, c'est l'homme dans toute sa majesté. Il est guerrier, il est musclé, c'est que des mecs. Ils viennent de repousser les Perses. Ils sont voilà, c'est la virilité, le stéréotype de genre. L'homme, ça doit être un combattant. Et il est là pour combattre. Puis d'ailleurs, les femmes sont absentes de ce tableau puisqu'elles n'ont rien à faire dans les batailles. Ok? Donc, d'un côté, les stéréotypes de genre ont la vie dure, mais de l'autre côté, la fluidité de genre, c'est très ancien aussi. Donc, pourquoi c'est plutôt les stéréotypes qui ont gagné pour les fameux rapports de domination dont je vous parlais. Le problème, c'est que dans nos sociétés modernes, ça a encore, évidemment, une influence négative sur les femmes. J'apprendrai rien. Il y a plein de sociétés, la grande majorité des sociétés où les femmes sont considérées comme inférieures aux hommes. En France, elles sont moins payées que les hommes. Voilà. À travail égal, une femme est moins payée qu'un homme. Bon. Pourquoi? Personne ne le sait, mais c'est comme ça, c'est des femmes. Mais dans d'autres cultures, ça pose aussi des problèmes. Donc là, c'est des hijras indiennes. Ce sont des hommes qui adoptent une expression de genre féminine qui sont soit sacrées parce qu'elles apportent la fécondité au couple. Ça, c'est dans la vision très traditionnelle. Mais ce n'est pas cette vision-là c'est pas la vie qu'elles ont actuellement, puisque principalement, elles sont considérées comme une caste d'intouchables, qui est la pire des castes en Inde, et elles sont des prostituées. Et elles vivent dans des quartiers où elles ne vivent que de la prostitution, avec évidemment toute la violence, les problèmes d'infections sexuellement transmissibles, de VIH que ça engendre. Et là, c'est au Brésil. Alors au Brésil, on sait qu'il y a une très très forte communauté trans, mais les trans ne sont pas en fait aussi bien acceptées que l'image qu'on en a, où on a l'impression que c'est une espèce d'Eldorado pour les trans. Pas du tout. Là aussi, elles sont obligées de vivre dans des lieux dédiés parce qu'elles sont menacées physiquement. Il y a des meurtres de trans au Brésil, notamment depuis l'ère Bolsonaro, qui ont beaucoup augmenté. Donc tous ces stéréotypes de genre et le fait qu'on a refusé de voir que la fluidité de genre ça existait, ça a aussi un impact sur nos sociétés contemporaines et c'est toujours au détriment des gens fluides, des gens qui sortent de la norme. Ok ? Alors, on pourrait se dire, mais finalement je vous ai beaucoup dit que on était dans des sociétés finalement patriarcales où ces stéréotypes de genre arrangeaient le patriarcat pour qu'il puisse rester dominant. Est-ce que le matriarcat, ça existe? Alors, ça existe. Ça existe. C'est une anthropologue qui a étudié différentes sociétés matriarcales contemporaines dans le monde entier et qui s'est rendu compte que ça existait. Est-ce que vous pensez que ça fonctionne pareil? Ça ne fonctionne pas pareil. Ce qu'elle a pris comme définition du matriarcat, c'est pas des sociétés matrilinéaires, c'est différent. Matrilinéaire, si on prend le nom de la mère, on va quand on se marie, quand un garçon se marie, il va dans la famille de la belle-mère. Ça, c'est matrilinéaire. Et elle a pris comme critère des sociétés où c'est les femmes qui ont le pouvoir économique, parce que c'est toujours le nerf de la guerre, c'est les sous. Et en fait, c'est des sociétés égalitaires, figurez-vous. C'est pas des sociétés où elles reproduisent un patriarcat en disant on va calquer le patriarcat sur les femmes et hop, ça marche. Donc, c'est des sociétés plus égalitaires. Donc, vous voyez, je vous lis. Nous avons des définitions essentialistes des hommes et des femmes. Nous leur assignons des rôles genrés et ceux dévolus aux femmes sont plus souvent les plus négatifs. Eux n'ont pas ce mode de fonctionnement. Nous ne définissons jamais les hommes ou les femmes en fonction de leur sexe, donc sexe biologique.
M'a dit une personne un jour, dans les sociétés matriarcales, les hommes et les femmes ont leur propre champ d'action, mais ils varient d'une société à l'autre. Chez les Mosso, qui est une société matriarcale de Chine, les femmes s'occupent de l'agriculture et du jardinage, tandis que les hommes se chargent du commerce, mais c'est elles qui gèrent l'économie. Et à Juchitan, c'est l'inverse, les hommes sont dans les champs et les femmes commercent. Il n'y a donc rien d'essentialiste dans leur vision des choses. Cette division du travail s'inscrit simplement dans l'idée d'équilibre que nous avons évoquée. Mais il y a tout de même une division genrée du travail, lui répond la journaliste en lui disant mais finalement, puisqu'on dit les hommes ils vont là et puis les femmes ils vont là, c'est une division genrée. Et ce à quoi elle répond, c'est une vision pratique des choses mais pas gravée dans le marbre. Chez les Juchitan, si un garçon préfère être commerçant qu'agriculteur, il le peut. Sa mère le considère alors comme une fille et l'habille comme telle, les enfants peuvent choisir leur genre. Alors, la notion de choix là-dedans, vous voyez que quand on change de société et de culture, on se remet quelque part dans un cadre. C'est-à-dire que là, tu peux changer de boulot, mais il faut que tu changes de genre. La personne n'a pas forcément envie de changer de genre pour aller pouvoir faire du commerce. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toutes ces notions, c'est beaucoup plus complexe et ça s'articule toujours dans une société et une culture différente. Mais ça veut dire que d'autres modèles sont possibles. C'était pour terminer sur une petite note d'espoir. Et je vais laisser la parole à Joseph. Tiens, il faut que je te donne ça. Tac. Merci. Et donc du coup, moi je vais remettre la casquette sociologie, on va dire. Et ce que je vous propose, c'est de vous faire un mini cours de sociologie du genre en 4 minutes. Donc pour ça, on va aller vite, mais si ça vous intéresse, il y a une introduction aux études sur le genre qui a été écrite et qui est relativement accessible. Et c'est de revenir au moins sur les 4 grandes dimensions analytiques qu'on retrouve dans la plupart des grands cadres théoriques sur les études de genre. Le premier point, c'est que le genre est une construction sociale. Les identités sexuées hommes et femmes et sexuelles hétéro-homo sont le produit non pas de processus biologiques mais de processus sociaux. On l'avait vu hier. C'est-à-dire que c'est dans un cadre sociétal que l'on va attribuer des rôles féminins et des rôles masculins. Et que ça, c'est pas quelque chose de naturel. C'est bien un construit social, historique et géographique avec des variations dans le temps ou dans l'espace. Et ça, c'est le premier point qu'on retrouve de manière systématique sur les études dans le genre. C'est de dire c'est le résultat d'une construction sociale. Deuxième élément important, c'est que tout cela est dans un processus relationnel. Je ne peux pas étudier ou explorer ce qui relève des femmes et du féminin si je n'articule pas mon analyse avec les hommes et le masculin. Et c'est bien dans une relation d'opposition qu'on va définir les rôles. Et même dans le cadre des sociétés matriarcales que tu évoquais, on est bien sur une construction en opposition des rôles. Les hommes font les champs, les femmes vont faire le commerce. Donc les études de genre partent du principe qu'on se doit d'étudier les rôles sociaux dans un rapport social. Et c'est bien ce rapport social qui fait qu'on a des études de genre. Il n'y a pas un rôle féminin tout seul. Il n'y a de rôle féminin que parce qu'on va y opposer un rôle masculin. Et qui vont du coup définir des normes de genre. Et que ces normes de genre ou ces rapports de genre s'inscrivent fondamentalement dans un rapport de pouvoir. Et c'est bien cette perspective du rapport entre les hommes et les femmes qui est analysée comme un rapport social d'oppression et d'exploitation. Et c'est bien pour ça que les études de genre sont problématiques pour une partie, on va dire, de personnes qui ont une vision très conservatrice, puisqu'on vient remettre en cause le fait qu'on est dans un rapport de pouvoir. Et que fondamentalement, les normes de genre sont un système qui constitue des individus sexués en des classes antagonistes, historiquement constituées, et classes qui ne préexistent pas à leur rapport d'opposition. C'est bien ce rapport de pouvoir d'opposition qui génère du coup la création de rôles sociaux. Alors une précision, parce que souvent on tombe sur les hommes qui oppressent les femmes. Non, ce n'est pas les hommes qui oppressent les femmes. On a un système de normes qui définit des rôles masculins et des rôles féminins qui va oppresser des individus. Et les hommes, tout comme les femmes, sont soumis à ces normes-là. Et on peut être un homme et ne pas se retrouver dans les contraintes sociales qui nous disent qu'un homme doit se prononcer comme ça ou être viril comme ça. Et on peut le voir. Vous avez par exemple une montée en ce moment en Europe de ce qu'on appelle les masculinistes, qui est une sorte de retour de bâton avec une vision très machiste et sexiste des rapports de genre. Et vous avez un certain nombre de jeunes hommes perdus qui se retrouvent là-dedans et en fait qui sont mal à l'aise. Donc bien sûr, en fait, et vous avez des choses un peu plus complexes. On l'avait évoqué hier, par exemple, sur la question des mères qui poussaient leurs fils à épouser une vierge. Et vous avez la même chose sur les mutilations génitales féminines, la circoncision des femmes qui est souvent poussée par les grands-mères.
c'est que vous avez du coup des normes qui sont intégrées, on pourrait parler du concept d'habitus de Bourdieu, et ces normes sont intégrées du coup par des femmes qui sont elles-mêmes finalement le relais de reproduction de la norme. Et vous voyez bien que là, c'est pas qu'une question d'hommes et de femmes, c'est aussi une question de génération. Et fondamentalement, du coup, les rapports de genre sont fondamentalement imbriqués dans d'autres rapports de pouvoir. Et vous avez peut-être dû entendre parler du mot intersectionnel ou intersectionnalité, c'est l'idée que les rapports sont imbriqués les uns dans les autres. Et donc on a des rapports de domination de genre, de génération, de race. Alors on reprend du coup le terme anglo-saxon, mais pour bien dire qu'il y a des rapports entre personnes de couleurs différentes. Encore une fois, la race est aussi un construit social. En Afrique du Sud, par exemple, il n'y a pas d'arabe. Il n'y a que 4 races, blancs, noirs, colored ou asiatiques, qui sont les races qui étaient utilisées par le système de l'apartheid. Donc les constructions raciales, pas race au sens biologique du terme, mais bien au sens de groupe social constitué, eux aussi existent dans un contexte social et historique donné. Mais c'est aussi des questions de classe sociale. Et on a beaucoup tendance à oublier, on parle beaucoup d'études sur le stigma, on a peu d'études sur la pauvreté. À un moment donné, beaucoup des écarts que vous allez avoir entre genre ou entre races, en fait, c'est une histoire de pauvres et de riches. Mais c'est certains groupes sociaux qui vont être plus souvent pauvres. Et du coup, vous pouvez avoir parfois des choses qui vont s'opposer. Une anecdote, il n'y a pas très longtemps, à Paris, il y a eu ça s'est fighté entre un groupe de jeunes nanas qui avaient réservé un terrain de football avec un autre groupe de jeunes et en fait, c'était grosso modo les premières qui disent « oui, vous voulez pas qu'on joue, vous êtes machiste » et grosso modo, en face, vous aviez des jeunes blacks pauvres, mecs, face à des nanas CSP+, riches, et en fait, on voyait bien que se mélangeaient des rapports d'oppression différents. Et qu'elles-mêmes qui attaquaient sur le fait qu'on ne les respecte pas comme femmes, étaient dans une attitude, finalement, dénigrante de personnes de société supérieure face à des jeunes. Voilà, donc c'est pour dire que c'est jamais à sens unique et que ces rapports s'imbriquent les uns dans les autres. Donc là, vous avez 5 minutes du cours sur le genre en résumé. Mais ça vous donne au moins les grands concepts qu'on va retrouver dans ces travaux sur les études sur le genre. Alors, je vais juste revenir rapidement sur le terme LGBT, juste pour creuser un peu ce qu'on a vu hier, donc lesbienne, gay, bi, trans. On a bien vu que ces dernières années, ça s'est un peu développé. Vous avez dû entendre de LGBTIQA+, voire même de LGBTQIAAPO. Et là, j'oublie le 2S. Donc, lesbienne, gay, bisexual, transgender, transsexual, queer, questioning, intersex, asexual, allies, les alliés, pansexuel, autres. Vous avez même le 2S qui est apparu pour Two Spirits, parce qu'on est aux États-Unis et que c'est une identité native américaine. Mais en fait, dans tous ces termes-là, qui sont très milieux militants occidentaux, en fait, on s'intéresse finalement peu aux constructions identitaires des autres parties du monde. Et c'est quand même les identités occidentales qui dominent, un peu partout, dans les médias, dans les enquêtes. Et donc je vais prendre quelques exemples, notamment sur la question des transidés en Afrique subsaharienne. Dans le champ du VIH, il y a eu un papier en 2017 par Potea et ses collègues qui prennent les enquêtes, des données qui viennent de 8 enquêtes, dans 8 pays différents, qui avaient été faites auprès d'hommes qui ont des rapports sexuels entre hommes. Et dans ces enquêtes, ils ont essayé de séparer des hommes cisgenres de femmes transgenres. Ils mesurent la prévalence du VIH, et vous avez une prévalence du VIH de 7% pour les hommes cisgenres et de 23,5% pour les femmes transgenres. Donc à ce moment-là, mais attendez, les femmes transgenres sont particulièrement exposées, et on commence à voir apparaître dans les politiques de l'ONU-SIDA, dans les documents de l'OMS, dans d'autres endroits, la catégorie femme transgenre. Alors, c'était quoi une femme transgenre dans ce papier ? En fait, dans les 8 études en question, il y avait une des questions, c'était vous vous définiriez plutôt comme... Je vais y arriver. Vous définiriez-vous plutôt comme un homme, une femme, une personne transgenre ? En fait, la majorité a répondu femme. Eux, ils ont fusionné femme et transgenre ensemble, mais très peu ont répondu transgenre. Et quand on regarde dans d'autres travaux, là vous avez la cohorte COMSM, donc c'était une cohorte auprès d'hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, Côte d'Ivoire, Mali, Togo et Burkina. Donc en fait, la plupart de ceux qui ont dit bi se reconnaissent aussi dans homosexuel. Et vous avez après passif et aussi actif. Donc vous voyez les taux de réponse. En fait, les gens se retrouvent dans pas mal de termes en même temps. Et ils n'ont aucun problème à répondre homosexuel, folle, femme, homme en même temps. Et on a pas mal de gens qui répondent plusieurs des termes. Donc quand ensuite on repose une question homme-femme,
ça passe pas tant que ça. En fait, ce qui émerge, c'est l'opposition entre les Woubi et les Yossi. Alors, Woubi et Yossi, ce sont deux termes Wolof qui viennent du Sénégal, qui sont utilisés en Côte d'Ivoire. Et en fait, les Woubi vont être plutôt l'efféminé, passif, celui qui fait la femme dans le couple. Le Yossi, ça va être le viril actif qui va faire l'homme dans le couple. Et donc, en fait, ces termes-là renvoient à la fois à une question de rôle genré et à une question de rôle sexuel. Alors, dans les faits, c'est pas exactement pareil. Avec Christophe Broca, on a appelé ça ce qu'on appelle l'orientation sexuelle genrée en termes de concept. C'est pas tout à fait pareil que homo-hétéro, homme-femme ou actif-passif. Vous avez des Woubi qui vont être aussi actifs dans l'intimité, mais socialement seront un peu plus les féminés. Et en fait, vous avez pas mal qui vont se dire je suis Woubi et Yossi. Et dans l'enquête, on a des gens qui se reconnaissent ni Woubi ni Yossi. Et ce groupe-là, en fait, mélange deux groupes. Quand on creuse un peu, vous avez des personnes, qui vont se dire plutôt hétéros, qui couchent de temps en temps avec un homme, qui sont loin du milieu, qui ne connaissent pas les termes, ils ne sont pas socialisés. Et puis une autre partie qu'on voit plutôt chez les jeunes, qui eux en fait se sont éveillés aux questions homosexuelles en allant regarder Netflix, les séries télé et autres, donc ont une vision assez occidentale et qui ont une vision de moi je suis un mec qui est attiré par des mecs. Donc je ne me reconnais pas dans un rôle genré. Mais c'est comme si, à un moment donné, dans le couple homosexuel, il y en a un qui joue l'homme et l'autre qui joue la femme. Donc on voit qu'il y a en fait, c'est une autre dimension. Il y a un décalage entre la définition officielle des catégories, ce qu'on est censé faire, et puis ce que les gens font vraiment. Et en fait, il y a une fluidité. Vous avez eu une fois à Abidjan, j'avais assisté à l'élection de Miss Kibibi, qui était une élection, alors un concours de Miss, soi-disant trans, parce que c'était de l'argent UNICEF pour des personnes trans. Bon, la plupart se définissaient pas forcément comme trans, mais vous avez l'élection classique, tenue en maillot de bain, tenue traditionnelle, et à la fin, la nouvelle gagnante est élue, et on appelle la personne couronnée l'année d'avant, qui est venue ce soir-là en garçon. Et puis on l'appelle pour remettre la couronne, bon, c'est pas grave, je remets sur la pointe des pieds, je me remets à dandiner, et je rebascule sur un rôle féminin. Et donc vous avez ce côté de je joue l'homme ou je joue la femme. Et dans l'enquête, quand on posait la question, si vous devez choisir, vous choisiriez homme, femme ou trans, mais je peux faire les deux, chérie. Et on a vu souvent ce genre de réponse-là au questionnaire. Ce qu'il faut se dire, c'est pas que... Alors, en fait, beaucoup de gens qu'on a mis sous l'étiquette trans, en fait, sont des passifs. Ou des gens qui sont plus souvent passifs et qui sont du coup beaucoup plus exposés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trans en Côte d'Ivoire. Vous avez effectivement des personnes qui sont plutôt dans un parcours de transition, qui voudraient vivre au quotidien dans un autre genre. Certaines vont même penser éventuellement à une hormonothérapie, même si c'est... Pour certaines, en fait, pas forcément dans l'univers des possibles, l'hormonothérapie ou la chirurgie, où c'est quand elles commencent à être dans des milieux et à voir ce qui se passe à l'international. Et en fait, on a une coexistence de catégories locales et de catégories globales, de la sexualité, du genre, et qu'en fait, elles s'existent et parfois elles se remélangent sur des formes composites. Mais il ne faut pas oublier que dans la plupart des pays, il y a des termes traditionnels. On avait parlé au Maroc, les Injal en Inde, les Gorjigen au Sénégal, vous avez les Bardaches aux États-Unis, et les Bardaches, qui étaient un peu des sorciers, étaient ni hommes ni femmes, ils étaient un troisième genre. Et c'était un honneur pour le guerrier d'être l'amant du Bardache. Ce qu'on voit aussi dans pas mal d'études qualitatives, c'est que la distinction entre expression de genre, identité de genre, rôle sexuel, orientation sexuelle, en Afrique de l'Ouest, pour une majorité de répondants, ça reste complètement flou. Vous allez faire votre étude dans les milieux queer parisiens et de certaines associations, alors ils sont à des niveaux de raffinement extrêmement précis, avec une connaissance subtile des distinctions entre aromantisme. Hein. Là, on est dans un contexte où pour beaucoup, c'est complètement flou. Et donc du coup, distinguer identité de genre et orientation sexuelle, pour certains, on est vraiment dans l'entre-deux. Et c'est pour ça qu'on parle plus d'orientation sexuelle genrée. C'est à nous d'être vigilants, de ne pas justement appliquer des concepts que l'on a eus dans un contexte qui ne sont pas toujours opérants dans d'autres contextes. Et pareil, on parlait d'homo, bi, hétéro. Dès lors que vous parlez dans un milieu où les personnes sont plutôt, vont se définir comme non-binaires, ça ne marche plus. Être bisexuel, ça ne marche pas si on considère qu'il y a 3 genres ou qu'il y en a plus. Être homosexuel, si on est soi-même non-binaire, du coup, c'est là qu'émergent les termes comme pansexuel. Mais encore une fois, il faut avoir en tête que toutes les identités, elles sont liées à des contextes, à des milieux de socialisation des personnes, et que tout n'est pas opérant partout. Voilà, je vous remercie.